Bonjour, je m'appelle Elsa Jouen, je suis consultante en micronutrition et aujourd'hui j'aimerais vous proposer cette petite vidéo pour réagir à une question qu'on m'a posée quelques fois. Qu'est-ce qu'on vous fait en micronutrition pour aider une femme qui a des problèmes hormonaux, un déséquilibre hormonal? Alors de quoi on parle quand on parle de déséquilibre hormonal? Le plus souvent chez une femme, on parle de l'équilibre œstro-progestatif, de la balance, de l'équilibre entre ces deux types d'hormones, les œstrogènes et la progestérone. Alors je me suis inspirée, j'aime bien cette image, moi ça m'a beaucoup marqué quand j'ai découvert les livres de Lara Briden. Elle appelle les oestrogènes Queen Østro. Les oestrogènes c'est la force, la puissance, et la progestérone Sister Proj. La progestérone c'est celle qui vous entoure, qui vous soutient, qui vous cocoon. Et on a besoin des deux en fait pour être parfaitement équilibré. Alors, on va décrire un petit peu plus chacune de ces deux hormones pour qu'on comprenne un peu de quoi il s'agit et pourquoi c'est si compliqué de prendre en charge ce déséquilibre œstro-progestatif. Les œstrogènes, ils vont avoir un rôle sur le métabolisme. Ils stimulent le métabolisme, ça veut dire qu'ils vous aident à fonctionner, à avoir de l'énergie, à ne pas grossir par exemple. Ils stimulent le tissu du sein. Ils stimulent la croissance des tissus de l'endomètre. Ça veut dire que c'est la muqueuse de l'utérus qui va s'épaissir sous l'influence des œstrogènes, ce qui explique que beaucoup d'œstrogènes, au moment des règles, va se traduire par des règles abondantes par exemple. Ils augmentent la sensibilité à l'insuline, ce qui va avec son rôle de métabolisme. Il augmente la force musculaire. Il améliore l'humeur et la motivation via des neurotransmetteurs principalement comme la dopamine et la sérotonine. Ils sont nécessaires au bon équilibre des écosystèmes digestifs et vaginal. Ils participent à la protection cardiovasculaire, à la densité osseuse, à la qualité de la peau au niveau du collagène. Donc tout ça, c'est ce qui nous permet de garder de la force, de la jeunesse si on veut. Et ils peuvent provoquer de la rétention d'eau. Donc on comprend bien que les oestrogènes sont des hormones puissantes qui nous permettent d'avoir un métabolisme actif, un corps en bonne santé, mais qu'en excès, ils peuvent, c'est comme tout dans la nature, quand il y a un excès de quelque chose, rien n'est tout bon ou tout mauvais par essence, en excès, ils peuvent provoquer des symptômes. La progestérone, elle aussi, elle stimule le métabolisme, si on peut mettre en face par rapport aux oestrogènes qui vont favoriser la croissance, la prolifération des cellules et du tissu du sein, la progestérone, elle va diminuer le risque de cancer du sein. Et pareil, en contrepartie de la croissance de l'endomètre par les oestrogènes, la progestérone amincit l'endomètre. Elle calme le système nerveux via un autre neurotransmetteur qui va se rapprocher plutôt du GABA. Elle permet de réduire l'inflammation, elle agit sur la différenciation cellulaire, c'est-à-dire que les oestrogènes sont plutôt les hormones de la croissance, de la prolifération, et la progestérone est l'hormone de la différenciation cellulaire. Donc encore une fois, on a besoin des deux. C'est l'hormone de la nidation, c'est l'hormone en fait qui nous sert au moment d'un début de grossesse à mettre en place la grossesse, à maintenir la grossesse. Donc la progestérone est indispensable à la fertilité et à une grossesse qui se poursuit, puisqu'un manque de progestérone peut se traduire par des fausses couches. Donc on peut retenir que ces deux hormones formidables sont un peu comme le yin et le yang, on a besoin de l'un et de l'autre, et leurs caractéristiques qui peuvent paraître contradictoires ne sont contradictoires que quand on les compare l'une par rapport à l'autre. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans la médecine chinoise, on aura vite compris que le yang sont les oestrogènes et le yin la progestérone. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les oestrogènes, puisqu'ils sont les hormones de la prolifération, ce sont les oestrogènes qui vont stimuler les follicules au niveau des ovaires et qui vont permettre la croissance des follicules pour aboutir à l'ovulation. Donc au niveau de l'ovaire, quand les follicules sont correctement stimulés par une bonne quantité d'œstrogènes qui arrive au bon moment, on peut aboutir, quand tout va bien, à l'ovulation. Et quand l'ovule est expulsé au niveau des trompes, il reste dans l'ovaire un petit corps qu'on appelle le corps jaune, et c'est le corps jaune qui fabrique de la progestérone. Et donc, sans ovulation, pas de progestérone. Les œstrogènes amènent à l'ovulation amène à la progestérone. Et c'est en ça qu'il y a une différence fondamentale entre ces deux types d'hormones. Donc on comprend rapidement que ce déséquilibre œstroprogestatif qu'on peut constater chez certaines femmes
ne va toujours que dans un seul sens finalement. On ne peut pas avoir une balance qui serait à l'opposé de ce que je vous montre ici. On ne peut jamais avoir un excès de progestérone. On peut avoir un excès d'œstrogène pour différentes raisons auxquelles je vais revenir juste après, mais on ne peut avoir une bonne quantité de progestérone que si on a une bonne quantité d'œstrogène au départ, puisque les œstrogènes sont nécessaires à l'ovulation, qui elle-même est nécessaire à avoir un bon taux de progestérone. Et ça, c'est pas toujours simple à comprendre quand on parle d'équilibre œstroprogestatif, de balance entre deux types d'hormones. On pourrait avoir l'impression que cette balance peut aller dans un sens ou dans l'autre et que c'est ça le problème, mais non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. La balance, si elle est déséquilibrée, c'est toujours dans ce sens-là. Mais pourquoi et comment on peut y remédier? Eh bien, si on a trop d'œstrogènes, c'est une question qu'il faut se poser. Alors, comment on peut se poser cette question? Comment on peut en arriver à cette conclusion? Une femme qui a trop d'œstrogènes va ressentir les effets négatifs d'un excès de l'effet des œstrogènes. Donc, par exemple, j'en ai parlé, la rétention d'eau. On peut avoir des personnes qui ont des règles très abondantes par excès de prolifération de la muqueuse utérine qui ne serait pas contrebalancée par l'effet amincissant de la progestérone, par exemple. On se rend aussi facilement compte que les femmes qui souffrent d'endométriose, qui n'est pas une maladie hormonale, c'est une maladie qui est due au fait que des cellules de l'endomètre migrent ailleurs dans le corps, donc ça n'a rien à voir avec les hormones, mais qui vont forcément, ce tissu endométrial qui se trouve ailleurs, va saigner aussi au moment des règles, et il va être aussi soumis à la prolifération par les œstrogènes. Donc une femme qui souffre d'endométriose et qui aurait en plus un excès d'œstrogène va souffrir beaucoup plus. Ça, c'est quand même assez simple à comprendre. On va aussi avoir toutes les femmes qui présentent un syndrome prémenstruel parce que, encore une fois, c'est un manque de progestérone, donc les œstrogènes sont en excès de manière relative et elles vont manquer de tout l'aspect apaisant de la progestérone, d'où leur tempérament qui peut être irritable, avoir des douleurs au sein, avoir de la rétention d'eau avant les règles. Tout ça, ce sont des signes de déséquilibre œstroprogestatif, toujours dans le même sens, dans le sens de l'excès d'œstrogène. Alors comment est-ce qu'on met en évidence un excès d'œstrogène et surtout quel doit être notre raisonnement face à un excès d'œstrogène qu'on peut avoir mis en évidence simplement par les signes cliniques? Cet excès d'œstrogène, est-ce qu'il est dû à un excès de production? Parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'œstrogènes. Vous l'avez peut-être remarqué depuis le début de cette vidéo, je dis les œstrogènes alors que je dis la progestérone. La progestérone, il n'y en a qu'une seule, il y a un seul type d'hormone, une seule molécule, tandis que les œstrogènes sont une famille, et au niveau des œstrogènes naturels, qui sont fabriqués par notre corps, il y en a plusieurs types et qui sont sécrétés par différents types de tissus. Donc on peut avoir un excès de production ovarienne, mais on peut avoir aussi un excès de production d'un autre type d'œstrogène au niveau par exemple du tissu adipeux. Est-ce que les œstrogènes sont en excès parce qu'ils sont produits normalement mais qu'ensuite ils ne sont pas détoxiqués? Ça c'est une possibilité fréquente quand les œstrogènes ont été produits et qu'ils ont ciblé leurs cellules cibles et qu'ils ont fait leur travail. Le corps doit s'en débarrasser, plus ou moins, il doit recycler dans un cycle de détoxication qui passe par le foie et par l'intestin, et à différentes anomalies, différentes dysfonctions qui peuvent impacter cette qualité de détoxication. Et si les œstrogènes ne sont pas correctement détoxiqués, ils retournent tout simplement dans la circulation sanguine. Et donc on va se retrouver avec un excès réel d'œstrogènes, une imprégnation œstrogénique trop importante au niveau du sang, mais pas par excès de fabrication au départ, simplement parce qu'on n'a pas réussi à s'en débarrasser. Et donc on comprend déjà que c'est pas le même mécanisme. On peut également avoir un excès d'imprégnation œstrogénique, non pas par excès d'œstrogène, ça veut dire que le chiffre, si on fait une analyse, n'est pas forcément élevé, mais parce qu'on a une sensibilité accrue. Les œstrogènes, comme tous les messagers, comme toutes les hormones, vont se fixer sur des récepteurs, et ces récepteurs peuvent être plus ou moins sensibles. Les causes fréquentes de sensibilité accrue aux œstrogènes sont l'inflammation chronique et la carence en iode, deux situations qui sont vraiment très fréquentes. Et donc là, j'attire votre attention, même si vous preniez la peine de faire une analyse sanguine avec un praticien qui accepte de vous prescrire des analyses, que vous les faites le bon jour du cycle, que vous apprenez à connaître les normes des œstrogènes pour tel jour du cycle, ce n'est pas pour ça que vous pouvez écarter forcément un excès d'œstrogène, puisque vous pouvez avoir une imprégnation œstrogénique qui est plus importante, due au fait qu'avec la même quantité d'œstrogène, peut-être que vous êtes plus sensible que votre voisine, et qu'avec la même quantité, ça vous donne un effet sur votre clinique qui est plus important.
On peut également avoir un excès d'œstrogène ou d'imprégnation œstrogénique à cause de l'absorption des œstrogènes de l'environnement, c'est-à-dire des œstrogènes non naturels. Je pense par exemple ici aux perturbateurs endocriniens œstrogénomimétiques. Ce sont des molécules chimiques qui se trouvent dans notre environnement, dans notre nourriture, à notre insu bien sûr, mais on est tous malheureusement exposés à ce type de produits. On peut y faire plus ou moins attention. Et les œstrogènes synthétiques qui viennent de notre médication, soit de la contraception hormonale, soit des traitements hormonaux de substitution qui, dans la majorité des cas, vont vous apporter des œstrogènes synthétiques qui ne sont pas les mêmes que nos œstrogènes naturels. Et malheureusement, puisqu'on a l'habitude de dire les œstrogènes, puisqu'il existe une famille d'œstrogènes naturels, on a tendance à mettre dans la même famille ces œstrogènes synthétiques qui n'ont pas du tout le même effet, qui sont beaucoup plus puissants et qui vont induire une imprégnation œstrogénique beaucoup plus importante. Et du côté de la progestérone, dans notre affaire de déséquilibre œstroprogestatif, la question qu'on se pose toujours, c'est plutôt la question du défaut, du manque de progestérone. Donc est-ce que c'est un défaut réel? Est-ce que cette femme ne fabrique pas suffisamment de progestérone? Ou est-ce que c'est un défaut relatif, c'est-à-dire simplement qu'il n'y en a pas assez face à l'excès d'œstrogène? Donc là, je vous renvoie à toutes les questions que j'ai développées juste avant. Un défaut réel de progestérone, ça veut dire que la femme n'en fabrique pas assez. Elle peut par exemple manquer des éléments dont on a besoin pour fabriquer les hormones stéroïdes. Les œstrogènes et la progestérone font partie de cette famille des hormones stéroïdiennes qu'on fabrique à partir du cholestérol. Et oui, le cholestérol, c'est pas seulement un ennemi, c'est aussi quelque chose de très utile. Et il faut que la femme soit capable d'avoir une ovulation de bonne qualité, une ovulation physiologique pour fabriquer correctement la progestérone après. Donc ça va être finalement la question centrale dont on va s'occuper quand on veut prendre en charge ces difficultés de déséquilibre œstroprogestatif. Et comme pour les œstrogènes, on a la question de la sensibilité des récepteurs, puisqu'encore une fois, on est face à une hormone qui vient se fixer sur un récepteur. Et un des éléments qui va abaisser la sensibilité des récepteurs à la progestérone, donc nous rendre moins sensibles pour un taux égal, c'est encore une fois l'inflammation. Donc je l'ai dit tout à l'heure, l'inflammation nous rend plus sensibles aux œstrogènes et moins sensibles à la progestérone. Donc c'est vraiment une situation fréquente qui va dans le sens de ce déséquilibre œstroprogestatif. Ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille dans nos prises en charge en micronutrition. Et puis on pourrait également éventuellement se poser la question du défaut d'œstrogène, puisque après tout, il n'y a pas que des excès d'œstrogène, on peut avoir aussi des femmes qui ont un défaut d'œstrogène. Auquel cas, est-ce que c'est un défaut de commande? Est-ce que c'est un défaut avant la production? Si le cerveau ne demande pas aux ovaires à fabriquer des œstrogènes, forcément ils n'en fabriquent pas. Donc il faut chercher si c'est la commande le problème ou la réalisation. Ou également la consommation excessive de phytoœstrogènes, par exemple les phytoœstrogènes qui sont dans le soja, viennent prendre la place des œstrogènes sur les récepteurs, donc c'est très intéressant pour les femmes qui sont en excès d'œstrogènes, mais il s'avère qu'il y a des femmes qui mangent énormément de soja dans leur alimentation quotidienne et qui peuvent un peu saturer leurs récepteurs, et dans ce cas-là, leur imprégnation œstrogénique, même si elles fabriquent bien leurs œstrogènes, peut être moindre. Mais on comprend bien qu'un défaut d'œstrogène ne se caractérise pas par une inversion de la balance œstroprogestative, ce n'est pas possible, parce que, encore une fois, on a besoin des œstrogènes pour ovuler, on a besoin de l'ovulation pour faire de la progestérone, donc un défaut d'œstrogène va forcément se traduire aussi par un défaut de progestérone. Pas d'œstrogène, pas d'ovulation, pas de progestérone. Donc vous voyez qu'on a déjà plein de questions à se poser, une grosse enquête à mener pour réussir à équilibrer ces deux hormones, les œstrogènes et la progestérone, ces deux catégories d'hormones femelles. Et donc si je reviens à la question précédente d'un défaut d'œstrogène, dans ce cas-là, on n'aurait pas une balance œstroprogestative qui va être très déséquilibrée, on va avoir, si on veut, tout qui sera bas. Et dans ce cas-là, quel peut être le problème? Eh bien, en face, on a d'autres hormones sexuelles qui sont les hormones mâles, les androgènes, la famille de la testostérone. Et là, on va se retrouver avec un problème d'équilibre autre. Et donc, nous, dans nos prises en charge de nos patientes, on ne peut pas se contenter de regarder juste, j'ai envie de dire juste, alors que vous avez vu, c'est déjà quand même assez compliqué,
juste œstroproge, mais on doit regarder cet ensemble d'hormones femelles par rapport aussi aux hormones mâles. Et puis ce qui est beau dans l'hormonologie, c'est que c'est très compliqué, c'est une très belle symphonie qui est mise en place par le corps. Quand tout va bien, c'est formidable, mais quand on cherche à comprendre d'où vient un déséquilibre, eh bien c'est très compliqué, parce que les hormones sexuelles travaillent aussi, font partie de cette symphonie, avec aussi les hormones thyroïdiennes et les hormones surrénaliennes. Et donc ça demande de bien connaître tous ces types d'hormones, toute leur fabrication, toute leur physiologie, tout ce à quoi elles servent, pour être capable de rééquilibrer l'ensemble et que ça fonctionne vraiment. Ces différentes glandes endocrines et ces différentes sécrétions hormonales sont sous l'influence du complexe hypothalamo-hypophysaire au niveau du cerveau, donc ça rajoute encore un niveau de complexité. Et bien sûr, tout cela s'inscrit dans un environnement micronutritionnel parce qu'il y a un tas de réactions chimiques qui se passent entre les différents niveaux, au niveau des récepteurs, etc. Et que tout cela est très dépendant de nos taux en micronutriments. Donc ça fait vraiment partie, ça vient s'inscrire dans notre pratique en micronutrition, aussi bien la compréhension des systèmes hormonaux, mais aussi l'optimisation des niveaux micronutritionnels. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'était juste pour vous montrer un peu à quel point ça peut être compliqué et les différentes situations face auxquelles on peut se retrouver. Heureusement, c'est pas simple, au moins c'est super intéressant. Et il faut donc être formé pour bien comprendre tout cela. On ne peut pas se satisfaire d'une recette toute faite piquée à la voisine, même si vous présentez par exemple les mêmes symptômes. Tout au long de la vie d'une femme, il y a plein de situations différentes qui vont se présenter. La mise en place de ce système hormonal très complexe et très bien rodé prend du temps. Les femmes vont vivre des situations différentes au cours de leur vie, l'adolescence, la vie fertile, la fertilité, les grossesses, l'allaitement, la ménopause. Et tous ces ajustements doivent se faire, à mon avis, en étant accompagnés dans le plus physiologiquement possible pour redonner une fonction le plus naturelle possible parce que tout cela a un sens, toutes ces sécrétions hormonales, elles servent à quelque chose et elles sont vraiment là pour améliorer la santé des femmes. Donc c'est vraiment intéressant de bien comprendre tout ça et je vous invite, si vous êtes dans une situation où vous vivez des symptômes handicapants ou c'est un véritable inconfort dans votre vie, je vous invite vraiment à consulter quelqu'un qui soit formé à l'hormonologie fonctionnelle. Il y a aussi des médecins fonctionnels qui font de l'hormonologie et qui, eux, peuvent prescrire, administrer des hormones bioidentiques. C'est parfois nécessaire dans certaines situations. Et à mon sens, c'est vraiment comme ça qu'on redonne de la physiologie et qu'on permet vraiment de retrouver une véritable qualité de vie.